Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous recevons ce matin un urbaniste. Bonjour Pierre Le Vigan. Bonjour Anne Brassier. Nous avons tiré beaucoup de profit de votre livre. J'aime beaucoup l'architecture et je pense que c'est à la source de beaucoup de bonheur et de bien des mots, comme toutes les choses importantes. Vous avez des citations très jolies qui expliquent bien ça. Pour Paul Valéry, la plupart des immeubles sont muets, tandis que certains parlent et que d'autres chantent. C'est magique. Et puis, c'est Nicolas Bonal qui cite... qui se cite lui-même d'ailleurs, il parle de l'Antiquité et de la construction romaine, cette construction qui a uniformisé le monde tout de même de la Syrie jusqu'au nord de l'Angleterre. Et il accuse ces Romains d'une paranoïa constructive émanant d'un pouvoir qui veut se montrer à la fois démon et Dieu, destructeur et bâtisseur. Donc un architecte a tous les pouvoirs. Un architecte n'a pas tous les pouvoirs. Parfois c'est tant mieux et parfois c'est regrettable. À vrai dire, l'architecte ne peut rien sans les gens qui financent la construction, oui, qui mobilisent les ouvriers, qui acquièrent le terrain. Oui. Donc ça, c'est la limite au pouvoir de l'architecte. Alors, évidemment, ça limite l'expression artistique de l'architecte, mais en même temps, dans certains cas, il faut bien avouer qu'il y a des ambitions architecturales qui sont un peu délirantes. Et qui ont besoin d'être rognées. Et parfois totalitaires. Donc, quelque part, le fait qu'une construction nécessite aussi des moyens économiques, ça ramène un petit peu sur terre. Ça ramène un peu les pieds sur terre et quelque part, ça ramène parfois au réel. Donc il n'y a pas que des inconvénients à l'absence de toute puissance de l'architecte. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase terrifiante où les architectes ont leur pouvoir complètement rogné par les financiers. Maintenant, ce sont les financiers qui décident de tout, qui limite. Il n'est plus question de décorer une façade, c'est philosophique, mais enfin c'est aussi financier. Il n'est plus question d'utiliser des matériaux nobles, il faut aller à l'économie. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez en fait réuni un certain nombre d'articles et de collaborations dans ce livre qui s'appelle « Métamorphose de la ville, de Romulus à Le Corbusier ». C'est tout de même très vaste. Et c'est édité à La Barque d'Or. Alors, je lis le petit bandeau parce que pour nos téléspectateurs, cela éclaire bien le centre de votre livre. Stop aux mégavilles, non à l'obésité urbaine. Le très grand Paris est un trop grand Paris. Un mot d'ordre, décongestionner les villes et retrouver la mesure. Donc en réalité, quand on parle de mesure, ce sont les Grecs que l'on évoque, on pêche par un problème de démesure, d'hubris. On pêche par effectivement le gigantisme urbain. On considère que plus une ville est grande, plus elle va peser dans la compétition internationale, plus elle va peser lourd, et on confond le lourd et l'efficace. Et c'est vraiment un drame parce qu'effectivement, à un moment donné, des villes trop grandes deviennent ingérables, deviennent totalement antidémocratiques. Et c'est vrai qu'une belle ville ne peut pas être une trop grande ville. Il y a vraiment ce que le philosophe Olivier Rey appelle une question de taille. Donc ça, c'est très important. Et alors, en France, nous sommes particulièrement avancés dans ce mauvais chemin, sur cette mauvaise route de l'obésité urbaine, plus qu'en Allemagne, par exemple, plus qu'en Italie, qui a une tradition consistant à avoir beaucoup de villes de taille moyenne. Mais en France, on est en train de tout miser depuis une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus, sur quelques très grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse peut-être.
au détriment des villes moyennes, de Saint-Quentin, de Nevers, du Havre, etc. Et ces villes moyennes, pour certaines, s'atrophient, diminuent. Or, en fait, le bon équilibre français, ça serait justement un rééquilibre au profit des villes moyennes, celles qui ont 50 000, 100 000 habitants. Mais on n'en prend pas le chemin. On a un problème de jacobinisme en France. Oui, alors c'est effectivement cette prédominance, surtout de Paris, vient aussi de notre tradition politique, où, comme on le sait, la Révolution française s'est quand même jouée en grande partie à Paris, et presque exclusivement à Paris, et la province n'a pas eu beaucoup son mot à dire. Même des villes de province révoltées devaient même changer de nom, comme Lyon. Donc ça a été... c'est vrai qu'il y a une tradition politique de domination de Paris sur la province qui s'est, sur le plan de l'architecture et de l'urbanisme qui nous occupe ce matin, qui s'est traduite par l'hypertrophie de Paris. Rendez-vous compte que un Français sur 5, à peu près, habite en région parisienne. Ce qui est de la folie, de la pure folie. Oui. Et il habite le plus souvent dans les banlieues, qui étaient jadis des faubourgs de Paris. Et la différence entre le mot banlieue et faubourg, c'est énorme. Ah bah tout à fait. Alors, si vous voulez, ce qu'on appelle l'aire urbaine de Paris, qui va au-delà même de l'Île-de-France, puisqu'elle mord sur l'Eure-et-Loire, au nord, elle mord aussi sur la Picardie. L'aire urbaine de Paris fait 14 millions d'habitants. Paris intramuros ne fait que 2 millions. Et en dehors de Paris intramuros, vous avez quelques villes de haute culture. Bon, vous avez Versailles, vous avez, à une échelle beaucoup plus modeste, vous avez Meaux. Vous avez Sceaux, mais là encore à une échelle beaucoup plus modeste que Versailles et infiniment plus modeste que Paris. Et tout le reste, ce sont des villes qui ont poussé très vite, et trop vite, et trop vite. Et vous évoquez 3 types de villes. La ville monument, la ville machine et la ville réseau, qui correspond à l'évolution de la construction des villes. Et vous pouvez nous évoquer ces... Oui, alors la ville monument, elle a duré presque toute l'histoire des villes, jusqu'à Haussmann inclus, si vous voulez. C'était le sentiment qu'une ville doit permettre de s'identifier à des monuments symboliques, qui peuvent être aussi bien... Avec des règles d'esthétique fortes. Avec des règles d'esthétique fixées notamment par les rois, des règles de régularité, des règles parfois de symétrie, d'harmonie. Lâchons le mot. Oui, d'harmonie, bien sûr. Alors, si vous voulez, il y a toujours là un équilibre intéressant, c'est-à-dire que, évidemment, l'harmonie n'est pas l'uniformité. L'harmonie, c'est simplement des règles qui permettent de trouver une unité, par exemple à une place, par exemple à la place qui est autour de l'église Santa Maria dei Trastevere à Rome. Mais cette uniformité, ça ne veut pas dire que les façades sont toutes identiques. Non. Ça veut dire qu'elles ont un air de famille, vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'elles ont chacune leur personnalité, de même que 3 frères. On peut se dire, on a tout de même l'impression que c'est de la même famille. Mais en même temps, on ne confond pas Robert et Charles, etc. Ils ont chacun leur personnalité, leur identité, leur personnalité, ce qu'on appelle. Et alors en architecture, on appelle ça la personnalité vernaculaire, ce qui s'est construit au fil du temps. Au fil du temps. C'est une ville qui respecte le temps. Et c'est une ville qui est ornée avec des... alors, il faut quand même bien dire au départ que les premières villes se construisent autour des monastères. Alors oui, en mettant de côté bien sûr l'Antiquité, mais au Moyen-Âge c'est très très fort. Les monastères sont en Europe. Voilà. En Europe. C'est un foyer de vie spirituelle. Et d'énergie et d'activité, puisque les moines... je ne sais pas si vous avez lu ce livre étonnant qui s'appelle La richesse franciscaine, qui est évidemment un titre humoristique. C'est un Italien qui a écrit ça pour démontrer que ce sont les franciscains qui ont inventé le capitalisme dans sa belle version et dans sa version honorable, puisque ils ont tellement travaillé qu'ils ont vendu ce qu'ils fabriquaient, ce qu'ils faisaient pousser, et donc ils répandaient cette manne autour du monastère, et les gens sont venus habiter et les villes se sont créées autour d'eux. C'est un livre absolument étonnant.
qui contredit quelques idées sottes du genre c'est le protestantisme qui a inventé le capitalisme. Non, on a travaillé avant, on a gagné de l'argent avant les protestants. Ça, c'est très intéressant. Et on a créé de la beauté. Et on a créé de la beauté dès le début, oui. Disons de l'ère chrétienne, dès le début. Sans occulter l'Antiquité, mais oui, après pour ce qui est de la période récente. Bien sûr. Alors, la ville-machine, comment définissez-vous? Alors, la ville-machine, évidemment, c'est la ville qui surgit à partir de 1850. Avec des ateliers à l'intérieur. Voilà, alors, oui, mais plus que ça, avec des parties qui deviennent considérables du territoire urbain, qui sont dévolus à des activités souvent polluantes et à un habitat ouvrier totalement dégradé dans les années 1850-1880, de très mauvaise qualité. Alors ce sont aussi bien les blanchisseries que les premières usines, très polluantes. Et là, pour le coup, la ville tend à être subordonnée à la fonction économique. Et malheureusement, c'est un petit peu le signe des sociétés devenues totalement capitalistes, à partir disons, du 19e siècle. Ultra-capitaliste, c'est-à-dire que cette prédominance de la fonction économique qu'on a vue au demeurant, y compris dans les sociétés socialistes des années 1930-1950, c'est-à-dire que tout est subordonné à la production, donc il y a d'abord l'usine, autour les logements pour loger les ouvriers, et en quelque sorte, cette prédominance de l'économie a produit d'une manière générale, des villes laides, la plupart du temps. Donc ça, c'est effectivement le drame quand une fonction qui a sa place, bien sûr, la fonction économique, mais prend la place des autres fonctions, c'est-à-dire de la fonction souveraine et de la fonction culturelle. Absolument. Et la ville-réseau? Alors la ville-réseau, oui, vous venez de dire quelque chose de très important qui me fait penser aux trois ordres. En fait, une ville qui se respecte, une ville qui est respectable, une ville esthétique, c'est un peu aussi une ville qui répond à la nécessité des trois ordres. Les premières villes sont entourées d'un ravin, elles ont des forteresses pour être défendues. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement. La fonction, bien sûr, la fonction sacrée, c'est-à-dire le prêtre. La ville est le centre de la ville, c'est l'église, la collégiale, la basilique, la cathédrale. Et puis la fonction économique. Oui, tout à fait. Il y a toujours dans une vraie ville ces trois fonctions. Vous pouvez avoir des monuments qui n'ont qu'une fonction, par exemple les caravansérails dans certains pays arabes où il s'agit essentiellement d'avoir un point d'échange économique, mais précisément, là, c'est pas une ville, c'est un point d'échange économique. C'est un marché. Mais une vraie ville, vous avez la fonction économique, le marché, vous avez la fonction politique avec à la fois des monuments qui symbolisent le pouvoir et très souvent une place publique qui symbolise une agora qui symbolise le possible rassemblement des citoyens pour décider ensemble. Et puis vous avez la fonction spirituelle qui est souvent quand même assez liée au politique, puisque le spirituel irrigue le politique, ne se confond pas avec, mais il l'irrigue. C'est-à-dire qu'il était un temps où le spirituel organisait le politique. Et voilà, alors chez les empereurs byzantins, par exemple, c'était extrêmement fort. Et en monarchie. Voilà. Et la ville-réseau. La ville-réseau, alors effectivement, c'est la ville que nous connaissons depuis 70 ans, depuis les années 1950, 1960, c'est la ville des réseaux d'autoroutes. Et puis alors, depuis l'an 2000, c'est la ville où tout le monde est connecté, tout est connecté. On crée des grands tramways pour que... Oui, voilà, mais aussi la connexion numérique, bien sûr. Alors, oui, c'est une ville qui est basée sur la fluidité. Mais c'est aussi une ville où les hiérarchies sont perdues. Vous savez, il y a un sociologue qui est mort pourtant, et il n'avait pas tout vu, mais il avait déjà vu l'extrême domination de la fonction économique. C'est un Américain, Joseph Campbell, qui disait, vous savez, pour comprendre comment une société est ordonnée, il faut voir à quoi servent les monuments les plus hauts qui dominent la ville. En fait, qui possède le ciel? Et il disait, écoutez, quand vous voyez une grande ville moderne, qui possède le ciel? Les tours. Que symbolisent ces tours? Le siège social des grandes sociétés internationales, que ça soit du lait concentré ou des marques de chaussures, etc. Et il disait,
Ça en dit long. Ça veut dire que notre société est strictement dominée par la fonction économique. Vous n'avez jamais une tour énorme qui symbolise, par exemple, l'hôtel Matignon, ce n'est pas une tour, ou qui symbolise une fonction spirituelle en Occident. Donc il dit, ben voilà, ça dit que dans notre société, la valeur la plus haute, c'est la fonction économique. Et évidemment, ce sociologue, je le rejoins tout à fait, il disait, ça me paraît pas sain. Non, absolument. Vous allez jusqu'à dire que les grands ensembles qui n'ont aucun rapport avec le voisinage, qui sont construits là comme des verrues dans les banlieues des villes, sont pathologiques. Oui, parce que ce sont des objets célibataires, si vous voulez. C'est ça, un objet célibataire, ça c'est inouï comme phrase. Voilà, si vous voulez, à notre époque, on sait encore construire des belles voitures, par exemple. On sait construire de beaux objets. Le problème, on se dit, mais tout de même, on n'arrive pas, depuis 200 ans, pratiquement, à construire une ville qui soit vraiment belle. Quand une ville plaît, le goût commun, en quelque sorte, quand une ville rencontre l'assentiment, quand les touristes ont envie d'y aller, c'est toujours pour ces vieux monuments. Alors on se dit, mais il y a tout de même un problème. Donc ça veut dire que depuis 200 ans, on ne sait pas faire une belle ville. Pourquoi ? Parce que justement, la ville n'est pas un objet. On sait faire une belle voiture, aussi belle qu'en 1920, différente, mais aussi belle. On ne sait pas faire une belle ville, parce que la ville demande de la patience, du temps, et qu'on est une époque sans patience. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, on est une époque qui construit sans absolument aucun rapport avec l'environnement. Toutes nos constructions anciennes, enfin la plupart, sont construites en fonction d'une végétation et d'une géographie. Là, on a l'impression qu'il y a une volonté de passer en force et d'installer n'importe quel parallépipède ou tour ou chose très allongée, enfin, je n'ai pas de mots assez durs pour... oui, des bars ou des tours. Des bars et des tours. Et puis, sans aucune végétation. Ça, pour moi, c'est ce qui m'a paru le plus tragique, c'est le mépris de la végétation. Ils ont construit, et ils n'ont rien planté. Alors que la végétation, depuis le roi Louis XIV, est inséparable de la construction. Ou alors, vous savez, souvent, on déplante et on replante. Mais la grande différence, c'est qu'on abat des arbres qui ont 200 ans et on plante des arbres qu'on a pris dans une serre et qui ont 3 ans et qui seront beaux dans 80 ans. Donc, si vous voulez... c'est pas seulement un problème de quantité, il y a aussi un problème de qualité. Un arbre tout jeune n'a pas la force symbolique d'un vieil arbre. Vous savez, à la campagne, vous trouvez toujours quelqu'un qui vous parle d'une promenade près du vieux chêne ou près du gros chêne. Il y a une symbolique, ce gros chêne. Moi, je sais que ma grand-mère me parlait d'un chêne qui existait depuis des générations. Ça faisait des générations qu'on disait, si tu te promènes à Villerviers, tu auras comme point de repère le gros chêne. Les champs ont souvent une appellation de l'arbre qui est en son centre. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Anne. Quand on regarde la construction de Louis XIV, il a fait déraciner les arbres de Fouquet, qui étaient déjà un peu grands pour les mettre chez lui. Donc, tout de suite, son parc a eu une très belle allure. Une très belle allure, mais j'avoue que je suis toujours effarée de voir toutes ces surfaces verrues aux approches des arbres qui nous offrent des parkings gigantesques sans le moindre petit pouce d'arbre. Ça me paraît grave. Si vous voulez, ces tours et ces bars, la plupart du temps, il n'y a même pas de distinction entre l'avant et l'arrière, si vous voulez. L'avant étant l'entrée, par exemple, et l'arrière étant la partie, en quelque sorte, plus modeste, qui n'est pas faite pour être vue, qui, par exemple, est celle à partir de laquelle on voit quelque chose. Mais très souvent, déjà, c'est un drame. Si vous voulez, il n'y a pas de différence
entre la partie par laquelle on entre et l'arrière d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interchangeabilité. Or, si vous voulez, dans toute chose, il y a le devant et puis il y a l'arrière. Si vous voulez, dans un appartement, par exemple, vous avez la pièce de réception qui est en général plus soignée que les chambres qui ne sont pas faites pour que tout le monde y accède. Donc, si vous voulez, il y a une hiérarchie naturelle qui va se faire. Et en fait, il y a le refus de la hiérarchie dans l'architecture moderne. Ça, c'est un drame. Il y a presque le refus du sens. Quand on va, on va à Roissy, on prend très très vite une colère froide parce qu'on se perd et il faut partir 2 heures avant le départ de son avion pour être bien sûr d'avoir trouvé. Alors, vous terminez avec une citation enfin, c'est pas tout à fait la fin, mais de Renaud Camus. Non seulement on est dans le siècle de la laideur, mais surtout de la camelote. Et ça, c'est une accusation grave. On ne construit plus, d'ailleurs, on le voit, puisque la plupart de ces grands bâtiments sont délavés, les plaques tombent. Au bout de 10-15 ans, les façades ne sont plus en état. C'est-à-dire qu'une belle architecture, normalement, c'est une architecture qui est enracinée. C'est-à-dire que l'architecture de la Thaïlande ne doit pas être la même que l'architecture de la France ou du Danemark. Or, si vous prenez les bâtiments modernes, par exemple les aéroports, dans le monde, se ressemblent tous. C'est épouvantable. Et donc, là-dessus, on n'ose plus produire des bâtiments qui soient enracinés non seulement par rapport à un pays, par rapport à une nation, mais même par rapport à une région. La Flandre française, le Hainaut, c'est pas la même chose que la Provence. Et même en Provence, le Var, c'est pas tout à fait la même chose que l'ancien comté de Nice. Et donc il faudrait faire une architecture qui soit inspirée à la fois des traditions culturelles, mais aussi des matériaux que l'on trouve. Si vous voulez, en Écosse, il y a, par exemple, vous avez des bâtiments qui sont en grès, parce qu'il y a du grès dans certaines régions. Et donc, au lieu de prendre un matériau anonyme, au lieu de faire du béton, on a, évidemment, ça remonte malheureusement à plusieurs siècles, on a utilisé les matériaux qui sont sur place et qui donnent une identité forte. À Cambridge, vous avez des bâtiments avec un certain argile que l'on trouve quasiment sous cette forme, ça doit être l'argile de Gault, qu'à Cambridge, si vous voulez. Et c'est ça qui donne une identité, un enracinement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'orgueil des jeunes architectes contemporains, et moins jeunes d'ailleurs, c'est de faire ce qui n'a jamais été fait, de faire du neuf à tout prix, et du passé faisant table rase, il faut quand même bien le dire. Ils ne sont pas un petit peu tous dans ce mouvement, y compris des gens un peu plus traditionnels. Moi, je connais un jeune homme architecte qui m'est cher c'est mon fils. Je reçois des réflexions de ce type. Je l'ai amené au Plessis-Robinson parce que le maire de Plessis-Robinson a fait quelque chose d'inouï. Il a abattu ses tours et il a logé ses habitants en recréant, comme vous disiez, des maisons de styles très différents, des maisons bourgeoises sur un lac, des maisons de vacances avec boiserie. Enfin, mais ça a un charme extraordinaire. C'est tout à fait réussi, effectivement. Je suis tout à fait d'accord, je connais. Et on trouve des choses aussi à Saint-Maurice, dans le quartier Montgolfier. Saint-Maurice. À Saint-Maurice, vous savez, près de Saint-Maur. Oui, Saint-Maurice, oui. Okay. Oui, pas le Saint-Maurice suisse. Mais il a traité ça par le mépris en disant oui, mais ça c'est déjà vu, c'est déjà fait. Mais si c'est beau, sincèrement, la question n'est pas de faire de l'original à tout prix. La priorité de nos jeunes contemporains. Alors la vraie question, j'irai même plus loin, je dirais que la vraie question, c'est aussi que les pouvoirs publics n'osent plus imposer ce que faisaient les pouvoirs anciens, royaux notamment, n'osent plus imposer un ordonnancement, n'osent plus imposer ce qu'on pourrait appeler tout simplement un cahier des charges. Si vous voulez, le problème, c'est qu'on n'ose plus avoir une idée de la beauté, une idée collective, si vous voulez. On considère que la beauté est un problème, entièrement relatif, à chacun sa beauté, et chacun ses goûts, et entièrement subjectif. Chacun ses goûts. Or, si vous voulez, je pense que, effectivement, on aura du mal à avoir une idée objective de la beauté. Néanmoins, je pense que chaque pouvoir doit imposer son idée de la beauté. Parce qu'au fond, imposer son idée de la beauté, ça veut dire imposer certaines règles d'harmonie.
Alors, c'est le seul moyen d'avoir des points de repère et d'avoir un cadre culturel et en quelque sorte une sécurité culturelle. Qu'importe si l'idée de la beauté est un peu même outrancière, c'est mieux que pas d'idée de la beauté du tout. Prenez par exemple ce qui était anciennement Berlin-Est. Oui, tout l'art des années 30 avec ses statues monumentales. Voilà, c'était qu'on retrouve d'ailleurs chez Staline comme chez absolument. Hitler. Même c'est la Staline allée à Berlin-Est, qui s'appelle maintenant la Karl Marx allée. Moi, je trouve que c'est un petit peu outrancier, mais je trouve malgré tout que ce code culturel, ce cahier des charges culturelles, vaut beaucoup mieux. Il a sa vérité. Il a son intérêt, il a sa qualité. Évidemment, si on avait fait que ça partout en Europe pendant un siècle, on trouverait ça un peu lourd. Mais qu'on ait fait ça pendant 20 ans, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr. Parce qu'au fond, c'est tout de même beaucoup plus réussi que, par exemple, des pavillons construits anarchiquement dans certaines banlieues pavillonnaires sans aucun ordonnancement, ou tout simplement des grands ensembles construits eux aussi n'importe comment, avec comme seul critère de les mettre sur des terrains agricoles achetés le moins cher possible, si vous voulez, parce que c'était souvent ça. Ou expropriés, voilà, et donc expropriés à des prix totalement dérisoires. Et donc finalement, même l'art stalinien, qui n'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus réussi, c'est nettement plus supportable que la plupart des quartiers de grands ensembles. Aujourd'hui. Voilà. Et on peut faire mieux, heureusement, que l'art stalinien, quand même. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez vu que Pierre Le Vigan, dans ses Métamorphoses de la ville, de Romulus à Le Corbusier, nous offre beaucoup d'idées extrêmement intéressantes sur l'architecture des villes, comment elle va et comment elle ne va pas, cette pauvre ville, et c'est publié à la Barque d'Or. Merci beaucoup, Pierre Le Vigan. Merci, Anne Brassier. Amis de TV Liberté, à très vite.